La paix en Ukraine va-t-elle se construire sans Trump? Le 6 janvier 2026 à Paris, une trentaine de dirigeants européens et alliés de l'Ukraine se sont réunis à l'Élysée pour réfléchir à l'après-guerre. À l'issue de ce sommet, Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont signé une déclaration d'intention sur le déploiement d'une force multinationale en Ukraine. Mais un acteur majeur manque à l'appel, Donald Trump. Malgré la présence de ses émissaires, aucun engagement clair de Washington sur les garanties de sécurité n'ont été annoncés. Pour en parler et décrypter les enjeux de ce sommet, nous sommes aujourd'hui avec Vanim Kamenka, chef de service de la rubrique Monde à l'Humanité. Bonjour. Bonjour. Ma première question est donc pourquoi Donald Trump était-il absent lors de ce sommet et est-ce un tournant pour les États-Unis? Alors je ne sais pas si c'est un tournant, en tout cas pourquoi est-ce qu'il était absent? C'est vrai que tous les autres dirigeants étaient présents, tu l'as rappelé dans ton introduction, il y a eu plus d'une trentaine de pays alliés, notamment principalement européens, qui étaient présents hier à l'Élysée. Donc Emmanuel Macron, Keir Starmer, Meloni et d'autres. Je pense que Donald Trump avait aujourd'hui d'autres intérêts stratégiques à défendre, puisqu'il y a quelques jours, il a enlevé quand même le président vénézuélien en exercice, Nicolas Maduro, pour le dépêcher à New York et être jugé. Il a encore menacé hier soir le Groenland si il ne cédait pas son territoire d'intervention militaire. Donc on voit aujourd'hui que l'Europe, en tout cas, n'est pas son centre d'intérêt premier. Alors il veut obtenir la paix en Ukraine, ça c'est quelque chose sur lequel il s'est engagé depuis son retour en pouvoir en janvier 2025. C'était un de ses arguments de campagne, mais on voit que en gros l'enjeu sécuritaire en Europe n'est pas un élément clé. Il préfère en fait que, comme on l'a vu hier, les Européens obtiennent des garanties de sécurité, fassent ces efforts militaires et économiques, et qu'après, les Américains valident ou non le projet, et après s'engagent ou non, alors d'une manière directe ou indirecte, dans les possibilités des suites de cette guerre en Ukraine. Le déploiement de forces multinationales en Ukraine vous semble possible? Non, enfin, ça me paraît extrêmement improbable dans la manière dont ça a été présenté hier, parce que on l'a vu dans la déclaration d'intention, c'est finalement deux membres de l'OTAN et pas n'importe lesquels, la France et l'Angleterre, qui sont des membres majeurs de cette coalition atlantiste, qui veulent dépêcher sur place des troupes. Macron a après redit d'ailleurs au journal de télé sur France Télévisions qu'il y aurait des troupes françaises à l'issue de la guerre s'il y a un accord de paix, des troupes britanniques et en plus des installations militaires sur place avec une coalition, mais on ne sait pas encore aujourd'hui de quelle taille, quelle ampleur et qui participera. En tout cas, pour la Russie, à mon avis, c'est rédhibitoire puisque l'une des raisons pour lesquelles ils ont mené cette invasion de l'Ukraine, quel que soit l'issue et surtout les degrés d'implication. L'une de ces racines de ce conflit, en tout cas pour la Russie, c'est l'adhésion ou pas de l'Ukraine à l'OTAN. Ils en font une ligne rouge, c'est-à-dire que pour eux, tant que l'Ukraine peut faire partie de l'OTAN, ils continueront la guerre puisque c'est une des raisons pour lesquelles ils ont mené cette invasion de leurs voisins. Donc aujourd'hui, comme on peut voir sur les déclarations par exemple de Meloni ou d'autres dirigeants européens, dire que l'Ukraine, avec cet accord, est presque un quasi-membre de l'OTAN sans y être vraiment, ça veut dire qu'on ne respecte pas aujourd'hui les intentions russes, alors qu'on est en pleine négociation d'un accord de paix qui n'a toujours pas été trouvé, un accord de paix qui a été relancé maintenant depuis novembre entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, avec bien sûr l'importance aujourd'hui de l'Europe, puisque sans l'Europe, il n'y aura pas d'accord de paix aujourd'hui possible. Mais en tout cas, cette présentation qui en a été faite hier m'apparaît hautement improbable et surtout pas acceptable pour la Russie. Et quelle est la différence entre cette force multinationale et les casques bleus de l'ONU? Déjà, c'est le cadre. Aujourd'hui, on voit que c'est un cadre d'une coalition de volontaires, essentiellement d'ailleurs membres de l'OTAN, et pas, on va dire, ça passe pas par le cadre onusien. Donc, c'est-à-dire, ça n'a pas été décidé par le
le Conseil de sécurité, mais surtout accepté et voté par l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc ça veut dire que c'est un vrai risque, c'est-à-dire qu'on sort totalement du cadre international légal que représentent quand même les organisations des Nations Unies et toutes les différents organismes autour d'eux, notamment par exemple les casques bleus. Donc on sort de ce cadre légal international pour passer avec cette coalition des volontaires à un autre organisme, mais qui n'a aucune légitimité, si ce n'est d'avoir des membres de l'OTAN, des pays européens, mais il n'y a aucune validation, on va dire, internationale. Donc il n'est pas possible pour l'Union européenne d'instaurer la paix en Ukraine sans l'aide des États-Unis, en tout cas sans les États-Unis. Ça paraît hautement improbable. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, dans la manière dont l'Europe négocie, ça me paraît peu probable parce qu'aujourd'hui, à la différence des Américains qui, depuis le retour de Donald Trump, ont décidé, mine de rien, de rompre, on va dire, l'isolement diplomatique de Vladimir Poutine, puisque jusqu'à présent, les Occidentaux, il y a encore un an en arrière, ne discutaient pas avec Vladimir Poutine, estimant qu'il était l'agresseur, ce qui est vrai suite à l'invasion de l'Ukraine. Mais on sait qu'on a besoin, si on veut un accord de paix, de négocier avec l'agresseur pour aboutir à des pourparlers sérieux. Aujourd'hui, l'Europe refuse toujours de parler à Vladimir Poutine. La seule avancée qui a été faite il y a encore quelques semaines, c'est Macron qui a dit, en effet, si on veut aboutir à un accord de paix, il va bien falloir renouer le dialogue avec la Russie. Donc on voit que tant que la Russie est mise à l'écart par les Européens, je ne vois pas trop comment on peut aboutir à un accord de paix sans les États-Unis et si c'est un accord essentiellement européen. Et est-ce que l'Europe est-elle assez unie donc, entre elles? Est-ce qu'elle est suffisamment unie pour un tel projet alors que tous les États membres ne partagent pas du tout la même lecture de ce conflit? Exactement. C'est ça aussi l'un des dangers, c'est que chaque pays a sa propre vision stratégique. Or, aujourd'hui, on a besoin d'avoir une vision stratégique globale de l'Europe, puisque forcément, son voisin le plus proche, c'est la Russie, qui est en conflit ouvert avec un autre de ses voisins, l'Ukraine. Donc, si on veut aboutir à un accord de paix, il faut bien qu'aujourd'hui, tous les États membres de l'Union européenne discutent, dialoguent et réfléchissent à une architecture de sécurité collective avec l'Europe, avec la Russie, puisqu'on fait partie d'un même continent, et comment en fait finalement dépasser, on va dire, les questions territoriales, les questions de personnes, pour vraiment se poser la question pour l'ensemble des citoyens européens, de quel avenir on veut, quelle relation on veut avec la Russie, comment sortir de ces tensions permanentes, de cette menace permanente et d'apaiser les choses. Or aujourd'hui, pour l'instant, on ne va pas du tout vers ça, on va vers un engrenage comme on l'a vu hier, c'est-à-dire que on n'est pas encore à un cessez-le-feu, que déjà on impose un certain nombre de choses, des garanties de sécurité, sans un des principaux acteurs que représente la Russie. C'est très bien et je pense que l'Ukraine a besoin de garanties pour signer un accord de paix, mais c'est-à-dire le faire sans dialoguer avec l'autre acteur, ça paraît assez improbable et assez bizarre, on va dire. Qu'est-ce qui différencie ce sommet de la coalition des volontaires des précédentes réunions de soutien à l'Ukraine qu'il y a pu y avoir? C'est exactement ce que tu as précisé dans ton introduction, c'est qu'il y avait pour une fois la présence de nombreux dirigeants en fait, européens et d'autres pays de cette coalition des volontaires qui regroupe à peu près une trentaine de membres. C'est ça qui pointe la différence de ce sommet avec d'autres et surtout ce texte qui a été signé et présenté au terme de cette réunion. Il y a du coup la force d'interposition, on en a parlé. Il y a aussi la question en fait, de la surveillance du cessez-le-feu, là où la coalition des volontaires estime que les États-Unis seront partie prenante. En fait, on n'a pas plus de détails sur les contours de ces garanties. En fait, ça reste assez flou dessus parce que finalement les négociations se poursuivent en ce moment même. On sait que les émissaires américains qui étaient présents sur place, c'est-à-dire Steve Witkoff, Jared Kushner pour les principaux, sont restés pour continuer à dialoguer avec la délégation ukrainienne. Donc on voit en fait rien n'est encore ficelé parce que ça pose un certain nombre de questionnements et surtout d'organisation stratégique extrêmement complexe. C'est-à-dire que si c'est les États-Unis qui surveillent le cessez-le-feu,
c'est quand même un des membres et directs qui sont impliqués sur le conflit en Ukraine, que ce soit par les ventes d'armes, par les soutiens économiques, même si depuis le retour de Donald Trump, c'est moins important. Donc, est-ce que les Russes accepteraient que finalement la surveillance de ce cessez-le-feu ne fasse pas par un cadre onusien ou par un membre tierce de la communauté internationale, mais par un acteur direct du conflit en Ukraine? Ça semble assez peu probable. Ouais. Je propose qu'on regarde la vidéo. Merci. On peut dire de cette signature. Президент України Володимир Зеленський. Від Французької Республіки президент Французької Республіки Еммануель Макрон. Від Великої Британії прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Declaration of intent between the French Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and Ukraine relating to the deployment of multinational forces in support of the defense, reconstruction and strategic sustainability of Ukraine. C'est marrant parce qu'ils ont... Alors je sais pas, peut-être que c'est la vidéo qui a été tournée comme ça, mais en tout cas la première présentation elle est faite en ukrainien, après en anglais, peut-être qu'il y avait le français en troisième, alors c'est le français en premier. C'est assez intéressant. Non, mais on voit que ça... Parce que finalement, c'est les deux principaux alliés aujourd'hui qui veulent mener avec l'Allemagne qui était le troisième, puisque le chancelier allemand a pris la parole après. Je ne sais pas pourquoi les Allemands n'ont pas signé cette déclaration d'intention. Peut-être qu'il y avait encore des contours assez flous pour eux pour s'engager davantage. Peut-être que déjà, on sait que l'Allemagne, est-ce qu'elle était prête à envoyer aussi des soldats sur place? C'était peut-être pas assez clair. Ils doivent peut-être passer par un certain nombre de votes aussi au Parlement, parce que là, pour le coup, Macron annonce un déploiement militaire français une fois qu'il y aura un accord de paix, mais il doit passer par le Parlement. Pour l'instant, il a décidé seul de cette décision. Donc, ça serait bien que quand même il informe ses élus, et notamment le Parlement français, puisque, encore une fois, on est mis devant le fait accompli de cette décision et qui risque d'avoir un impact durable sur la sécurité européenne. On sait qu'il y a une hausse des budgets militaires un peu partout en Europe au nom de la menace russe qui peut être réelle. On sait que le budget militaire russe est important. Ils ont envahi l'Ukraine. Mais aujourd'hui, plutôt que de se dire il y a un cadre aujourd'hui diplomatique qui s'ouvre pour négocier avec la Russie, on voit que le seul virage et la seule action qui est prise, en fait, c'est pour encore renforcer la présence militaire européenne, cette fois en Ukraine, c'est-à-dire aux portes de la Russie, alors que c'est précisément la cause, enfin en tout cas l'une des causes du conflit aujourd'hui, du conflit en Ukraine. Donc c'est-à-dire qu'on ne résout rien, on amène encore une fois de l'engrenage et on répond à la force militaire par une autre force militaire. Donc à mon avis, le conflit risque de s'éterniser encore pendant de longs mois, si ce n'est de longues années, parce que les Russes préféreront finalement une victoire sur le terrain, ou en tout cas une acceptation par les Ukrainiens de fait, suivant les percées militaires qui se poursuivent, que finalement un accord de paix qui ouvre la voie à une présence militaire, notamment de membres d'OTAN sur place en Ukraine, quoi. Je vous remercie. Merci à toi. Bonne journée.